faut savoir aussi qu'une étude graphologique se fait des lettres en question, et les graphologues en question disent oui, c'est effectivement l'écriture de Madame Blavatsky, donc évidemment, tout est foutu, tout est cassé, tout est discrédité. Il faut savoir qu'un siècle plus tard, l'écriture va être de nouveau analysée, et les graphologues vont dire non, ce n'est pas l'écriture de Madame Blavatsky, on ignore totalement de qui ceci pouvait être. Et aussi, je voudrais vous signaler que la doctrine sacrée écrite à la main, une des œuvres majeures de Madame Blavatsky, est une œuvre qui est au British Museum, dans une pièce tenue à pression atmosphérique très bien gérée. Et pour accéder à l'œuvre en question, au manuscrit en question, il faut montrer patte blanche et avoir toutes sortes d'autorisations et de tampons. Donc je trouve ça aussi cocasse, parce que pour une œuvre qui est supposée l'œuvre d'une charlatan, pourquoi serait-elle au British Museum dans le pays du cartésien type? Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses assez amusantes en fait, et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant et très typique en fait de la mentalité humaine de l'époque, qui est à la fois de refuser un certain nombre de choses qui sont tellement nouvelles par rapport à l'époque, donc de refuser d'emblée, mais cependant de préserver, parce qu'au cas où, hein, on ne sait jamais, peut-être, et si c'était vrai. Donc c'est très drôle. Alors, pour continuer, donc Madame Blavatsky voit que les membres de la société théosophique s'intéressent plus aux phénomènes paranormaux qu'à la vérité et à la sagesse. Donc elle se dissocie très rapidement du mouvement, et donc c'est le colonel Olcott qui reste le cofondateur officiel de la société théosophique, mais elle va fonder ce qu'on appelle l'école interne, ou dite l'école ésotérique. Je vais redéfinir tout à l'heure le mot ésotérique. Et dans cette école ésotérique ne pourront rentrer que ceux qui vont passer par un certain nombre d'épreuves. Ceci crée encore un scandale au sein de la société théosophique, parce que comme ce mouvement de la théosophie avait rassemblé surtout beaucoup de gens très riches, eux ils considéraient qu'à partir du moment où ils donnaient beaucoup d'argent, pourquoi ils passeraient par les épreuves? C'est-à-dire l'argent les avait initiés, évidemment. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas. Alors elle disait non, ce n'est pas l'argent qui fait de nous des initiés, mais le fait de passer par les épreuves nécessaires. Alors de nouveau, ça a créé des gens qui ont quitté le mouvement parce qu'ils étaient fâchés. Et seulement, il faut savoir, sur des milliers de membres quand même qui étaient restés, seulement 12 ont constitué l'école interne. Donc ça veut tout dire sur ce que ça engageait, parce que c'était une grande implication et surtout une authenticité majeure en fait pour cette école interne. Et c'est cette école interne qui va être très importante et qui va se poursuivre après le décès de Madame Blavatsky, puisqu'elle va décéder en 1891, et cette école interne va se poursuivre jusque dans les années 50. Dans les années 50, l'école sera fermée, faute de disciples. Elle, au moins, elle aura fait l'essai, mais un essai, à mon avis, largement réussi, puisqu'on parle encore d'elle et de son œuvre, et toute l'influence qu'elle a permis est absolument grandiose. Ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de gens soit l'ont côtoyée ou se sont laissés inspirer par elle, et très peu ont parlé d'elle. Ou c'est beaucoup plus tard, c'est un siècle plus tard, parce que c'est en 1991, en fait, qu'elle va être plus ou moins réhabilitée dans un certain nombre de connaissances qu'elle aura transmises. Et c'est là où on va découvrir que finalement, elle a influencé énormément de monde. Mais c'était à titre posthume. Vous savez, toujours comme ça. On découvre une fois que la personne est morte, elle ne risque plus rien pour sa carrière, donc on peut dire les choses. En gros, c'est ça. Parce que par exemple, Alexandra David-Néel n'a jamais parlé de sa relation avec la société théosophique, mais elle a été diplômée 2 fois de la société théosophique. Et c'est à titre posthume qu'on peut en parler. Donc tout ceci, c'est pour dire qu'il y avait des grosses peurs. Parce que comme Blavatsky
était très controversée. C'était un peu un problème, disons, de se dire, oh bah écoutez, oui, moi j'aime beaucoup Madame Blavatsky, mais en même temps elle est controversée. Donc ça faisait comme une ombre sur la carrière de la personne. N'oublions pas non plus que Madame Alexandra d'Arigny était un personnage féminin du début du XXe siècle et qui va être une des premières femmes à enseigner à la Sorbonne de Paris. Et vous savez, c'est une révolution à l'époque. Alors si elle se disait affiliée à une folle, à une charlatan, à tout ce que vous voulez, donc c'était fini pour elle. Donc il faut comprendre aussi la situation de l'époque. Gandhi va rencontrer Madame Blavatsky. Le film qui a raconté l'histoire de Gandhi ne parle aucunement de cela, mais lui parle d'elle. C'est très intéressant dans sa biographie. Et il va dire qu'en fait ce sont des amis théosophes qui vont l'amener dans la loge, ce qu'on appelle la loge de la Blavatsky, c'est-à-dire l'école, pas l'école interne, mais la partie consultative. Et lui va plus ou moins, quand il va rencontrer Blavatsky, à l'époque à Londres, il faisait ses études d'avocat. Et il se moquait un peu des traditions de l'Inde ancienne. Il dit, oh, mon pays est un petit peu attardé, etc. Blavatsky le fustige un peu avec son caractère bourru, et lui dit, ne revenez me voir qu'une fois que vous avez lu cet ouvrage-là. Et il a été très troublé, puisqu'effectivement, il a lu un ouvrage sur le symbolisme des traditions de l'Inde ancienne, et c'est ça qui va l'inspirer à retourner dans son pays et à faire ce que vous connaissez de ce qu'il a fait. Donc c'est quand même fondamental, parce que s'il ne l'avait pas rencontré, il aurait été avocat, tout simplement, et un être très mondain, parce qu'on sait qu'à l'époque, il adorait les petites femmes, les jolies femmes, et puis les salons de thé, etc. Et il est devenu le militant que l'on connaît grâce à cette rencontre phénoménale. C'est beaucoup plus tard aussi, quand on va faire la biographie très sérieuse sur Madame Blavatsky, 2 biographies très sérieuses qui vont être faites par des gens qui ne sont pas du tout théosophes, c'est pour ça que c'est très objectif, que l'on va découvrir grâce à la nièce d'Einstein, que Einstein avait sur sa table de travail les 6 volumes de la doctrine secrète, dont vous avez un exemplaire à l'accueil et à la réception. Donc là aussi, c'était comme la révélation, c'était dans les années 90. C'est-à-dire que c'est dans les années 90 que l'on sait qu'Einstein était très intéressé véritablement par tout ce qui a été écrit dans la doctrine secrète, dont on va voir tout à l'heure les petits mystères. Elle a inspiré des grands scientifiques, donc bien sûr Einstein, mais aussi Edison, tout le monde connaît Edison, Crookes, un astrophysicien aussi dont le nom c'est Stromberg, donc c'est aussi intéressant, ou une autre personne dont je ne me souviens plus le nom, qui s'est intéressée au champ morphogénétique et qui lui dit, moi c'est ce qui m'a donné cette idée-là de comprendre les champs morphogénétiques, c'est la doctrine secrète. Donc c'est intéressant aussi. Le grand psychothérapeute Jung a lu toute l'œuvre de Madame Blavatsky, fort intéressant, et vous savez que lui, c'est ça qui l'a fait intéresser aux grandes traditions spirituelles, au Tibet, etc. Mircea Eliade, je ne sais pas si vous connaissez, mais un très grand anthropologue roumain qui a écrit une œuvre gigantesque sur les religions et symbolisme comparé, qui s'est appuyé sur ce qu'a écrit Madame Blavatsky. Qui d'autre encore? Campbell, Joseph Campbell, qui est plus connu ici, qui est un Américain, vous savez, c'est celui qui a aidé, qui est l'ami de, comment s'appelle ce cinéaste, George Lucas, donc La Guerre des Étoiles. C'est ensemble qu'ils ont plus ou moins travaillé dans la Guerre des Étoiles. La Guerre des Étoiles, qui dans une version très très moderne, nous sommes d'accord, mais cependant a plein d'éléments que nous retrouvons dans les mythes et les symboles des textes très anciens.